Et je crois que vous avez dit que vous étiez, une bonne façon de le définir, c'est que vous êtes un coach intuitif. Un coach intuitif pour ce qui concerne l'investissement, l'arrêt de la cigarette et tous les problèmes de gestion, d'alimentation, de poids, de mal-être qui en découlent. Mais alors vous avez des méthodes qui vous sont propres, et notamment, comment dirais-je, il y a une dimension physique sur laquelle vous intervenez. Tout à fait. Alors nous intervenons à deux niveaux. Sur le plan physique, avec un appareil qui s'appelle le Duxomed. Ah oui, oui, oui. Passionnant. Alors l'appareil est là, installé. Moi je suis passionné par ce genre d'appareil. Qui agit sur les centres réflexes, c'est-à-dire qu'on travaille sur tous les points d'acupuncture chinoise et au bout de plusieurs séances, on note une réelle réduction de l'appétit, une réelle réduction des compulsions alimentaires et une réelle réduction de la faim, ce qui est très important. Donc là, excusez-moi de vous interrompre. Cet appareil, il n'est pas uniquement descriptif, il agit. Il agit. Ah oui, c'est assez évident. Moi, je connaissais des appareils qui étaient descriptifs, mais qui n'agissaient pas. Alors, celui-là agit sur les points d'acupuncture chinoise, c'est-à-dire que c'est un appareil qui provoque un réflexe métabolique avec une lumière infrarouge. C'est très ciblé, la cible est extrêmement précise de façon à booster les points d'acupuncture qui sont responsables des envies de sucre, des envies de manger, des envies je me répète, mais de tout ce qui provoque un désordre alimentaire. Est-ce qu'on peut dire, j'espère que vous ne prenez pas ça pour quelque chose de provocateur, mais est-ce qu'on peut dire que quelque part, ça dispense le praticien d'avoir un certain savoir-faire au niveau de l'acupuncture? Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser. On ne peut pas intervenir sur n'importe quel endroit. Donc, il est quand même important d'avoir une bonne connaissance de toutes les terminaisons nerveuses, de tous les points d'acupuncture sur lesquels on doit agir. Et encore une fois, c'est une impulsion réflexe qui provoque une réaction du corps. Ça, c'est la méthode mécanique et physique. Est-ce qu'on peut travailler sans cet appareil dans l'absolu? Ou est-ce que cet appareil fait quelque chose qu'une personne ne peut pas elle-même faire? Non, parce que ces centres, ces terminaisons nerveuses, ces centres responsables des dérèglements hormonaux, il faut les booster, il faut travailler dessus. Si on n'intervient pas, le problème perdure. Et si on intervient il y a des gens qui doivent intervenir sans appareil. J'ai compris, uniquement en digipuncture. Voilà, c'est ça. Oui. Tout à fait. Alors, notre appareil a une application. Le faisceau agit de façon conique. Donc, nous touchons non seulement le centre nerveux, mais toute la zone environnante. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Je prends l'exemple d'un acupuncteur, français ou chinois, peu importe. Il va cibler la zone sur laquelle on doit travailler avec une aiguille, donc autant dire 1 millimètre. Notre appareil, qui est un faisceau de lumière, le faisceau est à peu près grand quand il agit de 1,5 cm à 2 cm. Donc, on a une marge d'erreur pour les praticiens un peu moins expérimentés, et en plus, on a un impact bien plus supérieur. Oui, j'ai compris. Bien plus supérieur. Et nous avons, comme c'est un faisceau lumineux qui agit par infrarouge, nous avons cette impulsion de chaleur qui permet, ce que ne permet pas le doigt, la digipuncture et l'acupuncture chinoise. Donc on a quand même une action très efficace. On note vraiment des réductions d'appétit. Les femmes connaissent bien nos problèmes de grignotage, d'envie de chocolat, les hommes aussi d'ailleurs. C'est pas ciblé sur les femmes. Et toutes ces choses-là rentrent dans cette application. On a vraiment des résultats importants. Mais alors, il n'y a pas que ça dans votre travail? Alors, non, il n'y a pas que ça. Dans cette façon de travailler et de gérer le poids, on parle du poids, après, si vous voulez bien, on peut aborder la gestion de la cigarette. On a du coaching intuitif. Comment ça se passe? Chaque séance, la personne s'allonge sur la table et pendant le travail avec l'appareil,
nous avons une communication permanente. Qu'est-ce que vous avez mangé? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça n'a pas été cette semaine? Qu'est-ce qui vous tourmente? Et on arrive quand même à prendre en charge cette personne de façon physique avec cet appareil, d'une façon psychologique et psychique, bien sûr, très importante, qui fait que la personne se sent complètement portée. Il y a aussi cet aspect très important que d'une séance à l'autre, cette prise en charge donne une motivation supplémentaire. Chaque séance, on se pèse, chaque séance, on voit ce qui s'est passé, s'il y a eu des écarts, s'il y a vraiment eu des envies, s'il y a eu des craquages, et on parle, bien sûr, parce que ça arrive et on est là pour ça, mais on gère ça progressivement. Ça veut dire que c'est une assistance permanente. S'il y a un gros souci, on a une réponse téléphonique permanente, quasi permanente. Problème, est-ce que ça, elle est là. Bon, tout ça, c'est une omniprésence. Est-ce que, justement, vous faites allusion à ça, est-ce que, précisément, ce traitement peut provoquer des réactions chez la personne, au cours, pas pendant la séance, mais d'une séance à l'autre, dont elle vous parle parce qu'elle est un petit peu surprise, ou qu'elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, ou alors qu'elle n'arrive pas à arrêter, enfin je ne sais pas, quelles sont les inquiétudes, quelles sont les alarmes qu'elle peut avoir après la première séance par exemple? Bien sûr. Alors, comme le traitement est complètement indolore et sans effet clinique, on va dire, donc après la séance, il ne se passe rien. Les effets sont surtout sur la réaction sur un comportement alimentaire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer en début de séance, au cours des premières séances? Évidemment, on induit une rigueur alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir de cette manière si la personne mange des cacahuètes. Pour respecter un régime. Donc, il y a une certaine logique et une certaine hygiène alimentaire à adopter. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bonjour Caroline, oh là là, c'est la catastrophe, c'était l'anniversaire de mon mari, j'ai mangé, j'ai fait des bêtises, ça. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. On gère dans la douceur et dans la sérénité. Nous vivons, nous avons droit au plaisir, nous avons besoin d'endorphines, donc pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure du traitement, même devant des mets goûteux, même devant un repas festif, la réponse va être différente, beaucoup plus calme, beaucoup plus modérée, beaucoup plus sereine, et beaucoup moins coupable. Parce que quand on mange, eh ben, on se sent malade. Alors, on se dit, bon, d'accord, c'était super, c'était sympa, oh là là, j'ai encore pris 1 kilo, oh là là, demain, il faut plus que je mange. Et c'est la spirale, et on n'en sort pas. Avec cette technique, on gère tout ça, autant que faire se peut. On ne peut pas agir, je le précise, sur des vraies obésités. Vous voyez, monsieur, au-dessus de 20-25 kilos, il faut des remèdes beaucoup plus radicaux, beaucoup plus radicaux, beaucoup plus drastiques. Et là, donc là, c'est la petite obésité. On ne va pas parler d'obésité, on va parler de surpoids. Une femme ravissante qui a 4 kilos de trop va être très très indisposée par ces 4 kilos. Une femme merveilleusement épanouie qui va, selon nos critères sociaux, tout ce que vous voulez, peut être très très bien dans sa peau, très à l'aise, très très confortable. C'est uniquement là. D'où le nom de coaching intuitif. On gère tout ça, on prend en charge tout ça. Encore une fois, la douceur et de rigueur, le respect des pulsions et des premiers problèmes se gère tranquillement. Alors, quelle est la fréquence alors, des sessions, des séances? Alors, la fréquence, je suggère les 2-3 premières semaines, 2 séances par semaine. Autant que faire ce que. Combien d'une demi-heure? Combien de temps? Alors, la séance dure une demi-heure, le temps de se déshabiller, de se peser, de parler de façon conviviale. On s'allonge, on travaille. Ça, c'est une chose. Après, l'amaigrissement intervient de façon notoire. La personne est beaucoup plus épanouie, heureuse, c'est un bonheur. Pour une même d'une semaine à l'autre, en limite, c'est ça? Ah oui, d'une semaine à l'autre, on perd 100 kilos, 100 kilos et demi, tranquillement. Après, on peut intervenir sur une séance par semaine, parce que comment dirais-je, le système est en marche. Le système de booster est en marche. Et là, ça continue, ça se passe, ça se passe, ça se passe.
Et il arrive que des champs s'absentent, les vacances, toutes ces choses-là, elles sont étonnées parce qu'elles n'ont pas regrossi. Parce que le comportement qui a été induit par cette méthode perdure. Et on a des réactions face à la nourriture, face au stress, face au manque de sommeil qui sont beaucoup plus agréables. Donc elles sont autonomes à ce niveau-là, elles peuvent se gérer toutes seules. Au bout d'un certain temps quand même. Oui. Après, quand on a obtenu le poids souhaité. Oui, c'est ça, vous avez oui. La première séance est un interrogatoire, non, mais c'est un entretien où on parle de ce que souhaite la personne. Si elle veut faire tel poids, nous la mettons à ce poids. Libre à elle de. Bon, là où j'interviens personnellement, une femme qui me dit je vais faire 45 kilos, Caroline, parce qu'il y a 20 ans, je faisais. On va essayer de se tourner vers un poids raisonnable, un poids qu'elle peut accepter, dans lequel elle va se trouver bien. Mais quand vous avez une personne qui a été bien à un certain moment et qui a envie de recouvrer ce poids, on y va, tranquillement. Sauf éléments contre-indicatifs qui viendraient éventuellement en cours de route. Donc nous avons les personnes qui sont diabétiques, qui sont à une certaine forme d'alimentation, mais même dans ces cas-là, c'est positif. Parce que dans toutes les pathologies, pratiquement, l'amaigrissement est une chose positive. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la diététique, c'est quels sont les critères alimentaires que vous mettez en avant, Caroline? Alors, les critères alimentaires, c'est très simple. J'ai eu la chance de suivre un enseignement avec M. Robert Masson, qui est naturopathe de renom, qui a écrit plusieurs livres. C'est très simple. Il faut manger dans un premier temps des protéines et des légumes à chaque repas, un peu de féculents le matin, un pain complet. C'est très simple. Bon. À 5 heures, on prend un fruit et le soir, on recommence les protéines et légumes. Si vraiment on a envie de viande, de protéines, légumes, les protéines, c'est aussi les viandes. Voilà, les viandes. Alors les protéines, on va rappeler, c'est les viandes, c'est les poissons, c'est les laitages, il y a les protéines végétales comme le soja, le quinoa, toutes ces choses-là. Tout ça, ça se passe très bien, évidemment. On explique exactement tout ça pendant les premières séances. Qu'est-ce qu'il faut éviter en revanche? C'est pas compliqué, il faut éviter les sucres rapides et les graisses. Voilà. Vous savez, on n'a rien inventé. Le marché est inondé, surtout en ce moment, à la belle période de régime miracle, perdez 5 kilos en 2 semaines. Tout ça, c'est pas possible parce que le corps a une réponse. Le corps ne se laisse pas faire. Si on l'agresse avec une alimentation drastique qui va le mettre en panique par rapport à ses réserves, on n'y arrive pas. Oui. L'amaigrissement est là, mais alors après. Alors il y a le problème de la quantité. Alors les quantités, oui. Le docteur Zermati a bien expliqué toutes ces choses-là c'est pour l'anti-régime. La quantité, il faut faire appel à son appétit et non pas à son envie de manger. Quand on n'a plus faim, il faut savoir poser l'assiette, même si le mets est délicieux. Oui. Donc ça s'apprend. Oui. Ça se gère. Et ça demande une réponse de la cliente. Parce que si on finit systématiquement le plat de spaghettis où on s'est servi 3 fois, on y arrivera. Est-ce que les gens arrivent à faire la différence entre ce que veut leur corps et ce que eux ont en tête? Oui, ça s'apprend. Et les gens savent très bien quand ils n'ont plus faim, savent très bien quand ils terminent pour le plaisir ou pas. C'est comme la notion de faim. La notion de faim est caractérisée par des symptômes physiques. Le ventre qui gargouille, le creux à l'estomac, le sentiment de faiblesse, la faim. Donc ça c'est une chose. Mais l'envie de manger, les personnes qui s'ennuient, qui vont dans le frigidaire, qui vont dans la tablette de chocolat, c'est pas de la faim, c'est de l'ennui. Donc là, on intervient sur le terrain psychologique. Oui. Ça c'est un autre terrain. Pourquoi vous vous ennuyez? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut compenser? Quelle est la frustration? Alors voilà, là on intervient, c'est-à-dire que l'alimentation est un plaisir. Le réflexe de succion, dès qu'on vit au monde, on a envie du sein de la mère. Quand on pleure, quand on a faim, quand on a envie d'être consolé. Eh bien, les humains, plus ils génèrent de stress, de problèmes, d'ennui, de mal-être, plus ils vont avoir envie de manger. Alors quoi faire? Il faut en parler. Il faut en discuter très sérieusement et trouver d'autres sources de plaisir. Eh oui.
Hein. Tout ça, ça paraît d'une grande logique, mais quelqu'un qui est en problème face à la nourriture, il faut l'aider. Il faut lui dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Il faut qu'il transfère cela ailleurs. Voilà. Oui. Alors, vous avez, bon, le sport, tout le monde n'aime pas, la danse, tout le monde n'aime pas, le cinéma, tout le monde n'aime pas, mais on peut toujours trouver. On ne peut pas ne pas aimer la danse, ne pas aimer le cinéma, ne pas aimer les spectacles, ne pas aimer aller se promener. Il y a toujours quelque chose qui procure de l'endorphine, du plaisir, du bonheur. La seule chose, c'est d'avoir le courage de se dire, bon, là j'ai envie de la tablette de chocolat, qu'est-ce que je fais? Je la mange ou je sors et je vais marcher un peu, faire un tour. On ne parle pas des sports, j'appelle ça de combat, moi, marcher, jogger, courir, se faire mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sort dehors, on va faire le magasin, peut-être qu'on n'emmène pas sa carte bleue, parce que quand on n'est pas bien, on ne peut peut-être pas faire ça. Mais vous voyez, donc là, c'est à nous d'induire toutes ces solutions. C'est qu'en fin de compte, l'observation que je ferai, Madame là-dedans, c'est que effectivement, on peut remplacer un plaisir problématique par un plaisir plus innocent, si on peut dire, qui fait moins de dégâts, plus gratifiant aussi, oui. Mais on ne résout pas forcément le problème de la personne qui a été à la cause de cette recherche de plaisir. En fait. Alors, il faut savoir qu'on est coach master. On n'intervient pas en psychologie. Voilà. En revanche, je travaille avec mademoiselle Virginie Deboul, qui est psychologue, diplômée de René Descartes, qui est neuropsychologue. Et elle, quand vraiment on a un problème important, intervient dans le cadre d'une psychothérapie. Plus ou moins light, mais toujours complémentaire du problème conséquentiel, on va dire. Et là, on forme une équipe, les gens arrivent à être pris bien en charge. Voilà. Et il faut savoir qu'à notre époque, la prise en charge par des gens sérieux, bienveillants, pas forcément axés sur le côté commercial ou financier, c'est important. Parce qu'on vit dans une époque où chacun est seul face à ses problèmes, et la démarche de dire au secours, aidez-moi, doit trouver une réponse, oui, je vous aide, avec mon savoir, avec ma générosité de cœur et avec ma disponibilité pour vous. Ma bienveillance. Voilà, je ne sais pas le dire, mais vous avez trouvé ça. Donc ça, c'est très important pour nos clientes. Mais cela dit, je crois quand même qu'il faut, pour jouer sur les mots, il faut avoir une certaine intuition, d'autre part. Alors, l'intuition, bien sûr qu'il faut avoir une certaine intuition. Il faut sentir certaines choses. Mais quand vous passez des diplômes, votre intuition ne fonctionne pas. C'est sur le terrain qu'elle entre en jeu. Et c'est sur le contact avec la personne qui vient nous demander de l'aide qu'on peut faire agir cette qualité, entre guillemets, mais de façon extrêmement subtile. Il ne faut pas commencer à lui dire « je sens que pour vous ». Non. Il faut commencer à comprendre ce qui se passe et lui faire passer un message de connaissance, d'intérêt pour ce qu'elle est et de ressenti positif. Si vous mettez une personne au régime, une forme d'alimentation, vous lui dites vous devez manger des épinards, je déteste les épinards. Très bien, il n'y a pas de problème, on va compenser. Vous voyez, c'est l'intuition du ressenti en face de nous. Et ça aide beaucoup. En conclusion, il faut que la personne qui vient nous voir se sente prise en charge, heureuse, complètement rassurée et surtout qu'elle ait des résultats. Parce que toutes mes paroles, c'est bien joli, mais si vous ne perdez pas un bras, vous allez me dire non. Et pour vous, c'est important de faire un travail qui donne des résultats. J'ai une obligation de résultat. Ça veut dire que pour moi, si une personne ne m'écrit pas, c'est un échec. À ce jour, nous n'en avons pas. Parce que c'est à nous de prendre en charge les problèmes, les manques. On peut dire la non-motivation, c'est notre problème. À partir du moment où la personne vient, nous sommes responsables du résultat. Une prise en charge, en quelque part. Exactement. Et ça, les personnes qui ont un problème de poids ou une dépendance tabagique apprécient. Alors justement,
Alors, la dépendance tabagique, vous vouliez nous en parler aussi, je crois. Bien sûr. Alors, la dépendance tabagique, on intervient là de façon beaucoup plus technique avec toujours notre appareil, le luxomètre. On va travailler sur des points complètement différents. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des centres nerveux qui vont se trouver derrière la tête. On ne va pas vous les énumérer, c'est très technique, autour du nez. Et on ne dit pas à la personne qui veut arrêter de fumer, bon, vous écrasez votre cigarette, c'est terminé. Ça, c'est un vrai trauma. Parce qu'on doit gérer la gestuelle, on doit gérer la nicotine et on doit gérer ce côté habitude. Alors, la gestuelle. C'est-à-dire que cette habitude comme ça de... Vous savez, ce geste de prendre la cigarette, de le porter. J'ai fumé, donc je sais de quoi je parle. J'adorais prendre une cigarette très élégante. L'habitude. Au téléphone, je prenais la cigarette. Je montais en voiture, j'allumais la cigarette. Ça, c'est la gestuelle et les habitudes. Après le premier café du matin, bien évidemment, il fallait une cigarette. Après le déjeuner, il fallait une cigarette. Alors, comment fait-on? On dit à la personne, combien fumez-vous? Je fume un paquet, 2 paquets par jour. Très bien. Vous fumez 2 paquets, c'est parfait. La semaine prochaine, vous n'en fumerez plus qu'1. Après, on explique à la personne, quand vous prenez une cigarette, essayez de retrouver la notion de plaisir. C'est-à-dire les cigarettes plaisir, récompense, et les cigarettes gestuelles. On a la bouche comme un cendrier, on ne sent plus rien, on n'apprécie plus rien. Ça, c'est en fin de journée, ça, c'est quand on est fatigué, ça, c'est quand on sort le soir, ça, c'est quand on fait un abus d'alcool au cours d'un repas. Parce que excitant, c'est cumulatif, et on ne s'en sort pas, et on a terminé, on va se coucher, avec 2 paquets de cigarettes qui ont été consommés. C'est pas bon. Je ne veux pas dire c'est mauvais, c'est pas bon. Souvent, c'est des gens qui, cette fameuse nouvelle mode là, d'acheter des produits qu'on fume comme ça. Je suis contre parce qu'on supprime ni la gestuelle, ni l'habitude de fumer. On vous dénicotise, c'est ça. Le besoin de nicotine, on vous le supprime entre guillemets, mais tout est là. La cigarette est là. Et c'est un vrai marché parallèle qui se développe. Donc forcément, ça marche. Mais non, c'est pas sérieux. On doit arrêter de fumer pour sa santé, pour son bien-être, pour ses proches, pour son environnement et par rapport à soi, pour être maître de son corps, pour gérer une addiction, pour ne plus dépendre de la cigarette. Alors vous me direz, tout ça c'est bien joli, vous me racontez, c'est bien, c'est parfait, mais moi je fume depuis 20 ans, je n'y arrive pas. Bienvenue, essayez. Et vous verrez que un paquet, 15 cigarettes, 10 cigarettes, entre-temps, yes, j'y arrive, c'est super, je fume moins, les cigarettes plaisir, et après la dernière. Et ça se passe très bien. Mais je crois que surtout le problème, en fin de compte, c'est cette cigarette, cette façon de fumer, c'est une forme de satisfaction qui parfois fait oublier les vrais problèmes aussi. Alors on est toujours dans les addictions, que ce soit la nourriture, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool. C'est une réponse à une forme de mal-être, c'est une non-gestion du stress. Voilà. On comprend, mais il y a des réelles solutions. Et c'est se faire plaisir que d'enlever ce plaisir. Vous avez les plaisirs toxiques et vous avez les plaisirs endorphins. Le sport, c'est un plaisir. Au bout d'un certain moment, quand on arrive à comprendre que passé un certain moment, le corps sécrète une endorphine, on dit endorphine, et les gens peuvent prendre de la morphine, tout ça, c'est des hormones de plaisir. Sauf que l'endorphine, c'est nous qui la sécrétons. Voilà. Ça nous fait du mal. Alors que la morphine, c'est très Et puis c'est le corps qui le veut, qui le souhaite. Oui. Alors que dans notre cas, on impose au corps quelque chose qu'il n'a pas vraiment voulu, qui se surimpose. Tout à fait. Et quels sont les autres domaines? On a peut-être oublié. Alors, nous avons la relaxation. Les gens qui dorment mal, les gens qui sont très, très stressés, les hommes d'affaires qui n'arrivent pas à débrancher, tout ça. Alors là, on travaille
ces points de relaxation, on les travaille en même temps que l'amaigrissement, mais on peut les travailler séparément. Ouais. Vous pouvez très bien être très stressé, avoir besoin vraiment de vous relâcher. Ça fait comme une nuit de sommeil. On vous travaille tous ces points de relaxation. Vous repartez, vous êtes un peu comme ça, et après, c'est la pêche. C'est comme si vous aviez bien dormi. Voilà. On touche les centres nerveux qui sont responsables des hypersécrétions, des hormones, de tout ce qui est meilleur. C'est mieux de se casser, c'est mieux de s'énerver, c'est mieux que de taper sur le voisin, c'est beaucoup mieux. Donc permettez aux gens d'évoluer en fait. Disons d'avancer dans leur vie, de prendre leur avenir en main, en quelque sorte. On les aide à accepter leurs addictions, entre guillemets, c'est un bien grand mot. On les aide surtout pardon, à gagner sur eux-mêmes. L'important, c'est pas de dépasser l'autre, c'est se dépasser soi-même. Alors là, c'est bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte? Confiance en soi, bien-être, bonne sécrétion. Tout ce qui est pas bon, vous sécrétez de la toxine. Tout ce qui est bon, vous sécrétez de l'endorphine. Je trouve que c'est bien de choisir ce qu'on va sécréter. L'endorphine est bonne pour le cœur. La toxine ouvre les portes à toutes les pathologies. Ça, on le sait tous. Donc c'est un peu le champ entre le bien et le mal, en fait, quelque part. Enfin, avec beaucoup de modération, parce que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Et bon. C'est le problème de la tentation, en fait, qu'il a. C'est le problème du mal-être. C'est un mal-être qu'on croit pouvoir gérer par ce genre de pratiques, qui ne sont pas des vraies solutions. Les solutions toxiques, l'alimentation, le tabac, enfin, l'excès d'alimentation, le tabac, c'est toxique. Donc, ça ne peut pas être bon. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va enlever la notion de plaisir, la notion d'un repas agréable avec des amis ou un conjoint. C'est très très agréable, dans la mesure où ça reste géré. Mais par exemple, prenons, je vais peut-être pas ce point, imaginons quelqu'un qui a une addiction à la télévision, par exemple. Est-ce que ça se soigne, ça? Là, ça se soigne en thérapie, mais ça, c'est pas une addiction. Non. Ça, c'est un mode de vie. Les addictions, c'est carrément quand on fait entrer dans son corps, on inflige à son corps, mais c'est pas au niveau du cerveau, en fait. C'est pas un bourrage de crâne, c'est pas un abrutissement mental. Là, on va sur un terrain beaucoup plus psychique, bon. Beaucoup plus compliqué. Je pense que l'ennui dans la vie des gens est vraiment l'ennui, le manque de confiance, l'insécurité, la peur, ce qu'on vit tous, à une échelle différente, est responsable de tous ces paradis artificiels qu'on croit être une solution, mais qui en fait ne sont que des pis-aller. On pourrait parler de maltraitance de soi-même, quelque part. Complètement. Quelque part, il y a une sorte d'agression à son propre corps. Complètement. Parfois, dans la tête de la personne, elle se sûr. déteste, donc elle va s'agresser en mangeant trop, etc. Complètement, c'est du suicide. Voilà. C'est du suicide. Bon, certes, c'est pas une balle dans la tête. D'ailleurs, il y a un gros paradoxe avec l'euthanasie qui est interdite en France et la cigarette qui est en vente. Je trouve ça extraordinaire, mais on ne va pas sortir de notre débat parce que fumer, c'est très bien. Ça ne tue pas. Il y a des suicides qui sont permis, si on peut dire, à petit feu. Qui sont permis, qui sont bien. Mais le cancer aussi est une forme de suicide, peut-être. Alors là, on intervient sur le domaine de la psychosomatique. Oui. Et c'est encore différent. Vous avez raison, il peut y avoir un instinct de mort qui... c'est vrai qu'on interdit certaines choses, mais en réalité, il y a des tas de façons qui sont légales de se tuer, sinon de tuer les autres. Parce que, alors, tuer les autres, ça voudrait dire leur donner des addictions. Une addiction. Ça peut se transmettre, ces choses-là se transmettent culturellement, souvent. Culturellement. Quelqu'un entraîne quelqu'un d'autre à fumer, par exemple, ou à manger. Mais regardez au niveau de l'alimentation. Un enfant qui a été élevé avec beaucoup de sucreries, beaucoup de sucre rapide, avec les ados, avec tout ce qu'on appelle comme malbouffe, on ne va pas citer de nom, là ça devient des addictions. Qui sont parfois provoquées par l'environnement, par l'entourage. L'environnement, par ça facilite parfois les mères. Moi je me regardais tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu un petit garçon qui mangeait un pain au raisin. Oui, je me suis dit, c'est pas forcément la meilleure nourriture à donner à un enfant.
Eh ben, C'est voilà. très Donc, important. mais parce que ça simplifie la vie de la dame, elle a pas ça ne va pas salir comme un fruit, il y aura pas, elle ne va pas salir son vêtement, et pour avoir la paix, elle lui donne un truc comme ça qui ne crée pas trop de dégâts. Bien sûr. Voilà, Alors, en résumé, voilà. la réponse à l'excès de nourriture, à l'excès de poids, c'est très possible. Et ça n'est pas forcément drastique, difficile et désagréable. Ça n'est pas vrai. On peut très bien gérer son poids, maigrir tranquillement, sereinement. Il ne faut pas vouloir maigrir de 10 kilos en 15 jours, ça c'est non. C'est pas possible, ça peut arriver, mais c'est pas bon. Donc, des solutions, nous pensons en avoir, des prises en charge, elle est garantie, des résultats, oui, nous avons une obligation de résultats par rapport à la personne qui s'assoit et qui vous dit aidez-nous. Très bien, merci. Voilà une belle profession de foi. Et donc maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Voilà, on va